c'est bien. Azul Flawen, bienvenue dans Graffiti. Dans ce numéro, on parlera principalement de l'Algérie qui s'apprête à fêter le cinquantenaire de l'indépendance et aussi de Frantz Fanon. Pour cela, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir Abdelkader Benarab, qui est chercheur universitaire, écrivain. Abdelkader, sois le bienvenu. Merci pour l'invitation. Je t'en prie, mon ami. Et donc, cette indépendance, ça va faire donc 50 ans depuis que nous l'avons eue. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui? 50 ans, c'est notre âge déjà. Nous sommes les enfants de la Révolution. Oui, je pense qu'il y a une célébration multiforme, oui. Par la plume, par les arts, par l'image, par des colloques, etc. Donc, il y a un certain nombre de manifestations. Oui. Qui se déroule pour la commémoration du 50e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie. D'accord, ça c'est pour les commémorations. Et maintenant, si on voulait prendre un peu le recul et dire qu'est-ce qui s'est passé durant ces 50 ans? Est-ce que l'Algérie indépendante a donné du bonheur à ses enfants? Est-ce que tous les espoirs de l'indépendance ont été satisfaits? Oui, évidemment, ça dépendra, j'allais dire, des lunettes qu'on adopte pour voir la société et pouvoir parler donc de l'évolution sociale, économique, politique, culturelle, etc. Je pense qu'il y a des acquis évidents. C'est clair. Et puis, il y a aussi des insuffisances. Certainement, une chose voilà. est sûre, il y a eu des réalisations parce que l'époque coloniale est incomparable à celle de l'indépendance, à bien des égards, et il ne faut pas être nihiliste non plus. Maintenant, il y a aussi un système politique qui est là, qui semble ne pas avoir beaucoup d'imagination, non? Oui, je crois qu'il y a eu beaucoup de réalisations, comme tu le dis si bien, effectivement, depuis donc l'époque coloniale, où il y avait quand même... je veux dire, un vide énorme après le départ des colons et de l'administration coloniale. Donc il y a eu beaucoup de réalisations, certes, mais il faut aussi être critique et voir la réalité en face et se dire, ma foi, qu'il y a des choses qui ne vont pas très bien. Parallèlement à des choses qui vont bien aussi. Revoir. Oui, bien sûr. Je veux dire, il ne faut pas être négationniste d'un côté ou d'un autre, ne pas exagérer et rester sur une ligne, je veux dire, tout à fait... modéré et équilibré pour dire qu'il y a beaucoup de choses qui se sont faites parce qu'il faut aussi considérer un point qui est important, c'est la démographie aussi. Je veux dire qu'il y a toujours ce décalage et cette disproportion. Nous sommes aujourd'hui à près de 37 millions d'habitants en Algérie. Il y a, en dépit, si vous voulez, des efforts et des réalisations qui sont donc réalisés, faits par les différents pouvoirs et les différents gouvernements algériens, il y a, je crois, une disproportion importante entre, si vous voulez, cette évolution, cet essor économique, etc., et l'explosion carrément démographique. Mais cela ne veut pas dire que il y a un problème démographique, il y a peut-être un problème de répartition, il y a un problème justement de réajustement de certains domaines. Voilà. Tout à fait, parce qu'aussi, il ne faut pas l'oublier, l'Algérie est un pays immense. Hein. C'est un grand pays. C'est presque un continent. Aujourd'hui, c'est le plus grand pays de par la surface en Afrique. Hein, absolument. Puisque le il Soudan fait maintenant 2 pays. 000 km², donc c'est un pays immense. Si on arrive à exploiter, je veux dire, le sud aussi du pays et en faire des zones d'exploitation et d'économie. Mais si l'on voulait, par exemple, regarder un peu les réussites de l'indépendance algérienne, est-ce que, par exemple, c'est l'enseignement, en tout cas durant les 30 premières années de l'indépendance, parce que l'Algérie a formé aussi beaucoup de cadres qui malheureusement sont un peu en exil bien souvent? Je crois que c'est évident. L'enseignement, si vous voulez, a été massif. Donc il y a une campagne de démocratisation de l'enseignement. Le riche aussi bien le pauvre pouvait accéder à l'école et être sur les bancs de l'université comme tous ses camarades, contrairement à ce qui se pratiquait
du temps de la colonie, où il y avait beaucoup de privations, des frustrations, et carrément pas tous les Algériens qui pouvaient aller à l'école. D'interdits pour l'accès à l'instruction et à l'enseignement. Bon. Maintenant, c'est vrai que cet enseignement s'est fait un peu dans le désordre. Pourquoi? Parce que, je ne sais pas, on manque peut-être de spécialistes, on manque de pédagogues, on manque de gens qui puissent planifier les actions culturelles, les programmes scolaires, les cursus, etc. Je pense qu'il y a aussi ce côté-là. Et il y a aussi le niveau qui, de l'avis des spécialistes, est devenu très faible. C'est-à-dire que, comparativement, oui, il y a, si vous voulez, la première période qui va à peu près grossièrement jusqu'en 1980, où l'Algérie a connu un niveau d'instruction, un niveau scolaire, les universités, les écoles, relativement acceptable. Bon. Après les années 80, c'est vrai qu'il y a eu quand même un relâchement, et puis on se rend compte malheureusement qu'il y a beaucoup de lacunes dans l'enseignement, et ça ne suit pas du tout. Il y a une situation quand même alarmante aujourd'hui en Algérie. Il faudra peut-être... Abdelkader, tu es universitaire, tu connais très bien quand même ce secteur. À quoi est dû ce relâchement? Tu dis qu'on peut le situer un peu au début des années 80. Oui, je pense que c'est un certain nombre de facteurs qui concourent, si vous voulez, à cette déliquescence, j'allais dire, à ce relâchement, à cet état des choses. Tout le monde, je veux dire, aussi bien le pouvoir que l'universitaire lui-même. L'universitaire aussi est investi d'une fonction, celle de faire de la recherche, de publier, de travailler, ce qu'il ne fait pas. Oui. J'en ai vu rarement, moi, des universités plutôt algériennes, où il y a une activité dans les différentes instances et les différents secteurs de l'enseignement. C'est-à-dire que quand on va dans les unités de recherche, quand on va dans les instituts, il y a très très peu de... Pas beaucoup de recherche. Oui, il y a de la recherche si l'on veut, mais il n'y a pas beaucoup de publications. Ça, c'est à l'université. Si vous voulez et même ailleurs, Abdelkader, dans les lycées, dans les écoles primaires, le niveau aussi n'est pas appréciable. Alors qu'à un moment, il fut intéressant, de l'avis encore des spécialistes. Qui peut le plus, peut le moins. Si on voit, je veux dire, cette déperdition au niveau de l'université, c'est clair que ça a des répercussions directes aussi sur le primaire et le secondaire, ça suit, mais l'université, si vous voulez... Est-ce que ce processus d'arabisation qui a été mal entrepris est pour quelque chose dans cette baisse de niveau? Sûrement. Le problème, le drame, c'est qu'on n'est ni un pays francophone, ni un pays arabophone, ni berbérophone. Alors qu'on peut être les trois? Tout à fait, tout à fait. Je veux dire, c'est une grande richesse de pouvoir maîtriser 3 voire plusieurs langues, même, je veux dire, les autres variantes les dialectes qui se trouvent en Algérie, c'est immensément riche de les apprendre, de les utiliser. Tout à fait, la diversité est toujours une source de richesse. On ne peut pas, je veux dire, faire l'écueil de cette richesse. On peut tout aussi bien apprendre le tifinagh que d'autres variantes et d'autres langues. Et on peut faire des recherches avec ces langues-là. Est-ce que justement l'absence de cette recherche à l'université, est-ce qu'elle n'est pas liée à un système politique qui ne veut pas s'ouvrir? Oui, le système politique, je pense qu'il n'est pas spécialisé dans la question. Et là, c'est-à-dire, il faut qu'il y ait des gens qui soient spécialistes dans la question. Oui, mais au niveau si vous voulez, de l'enseignement, je ne sais pas, moi, je ne connais pas, si vous voulez, le staff, je ne connais pas l'équipe qui dirige l'enseignement supérieur, mais il faut qu'il y ait des gens compétents. C'est-à-dire des gens compétents qu'on voit avec un produit, avec des publications, avec des analyses, avec des articles, il faut qu'ils de aient recherche, fait leurs preuves. Leurs preuves, et qu'ils puissent nous proposer, si vous voulez, des réformes, qu'ils puissent proposer des amendements et des changements profonds dans l'enseignement. Ça, c'est très important. On ne le voit pas, malheureusement. On voit toujours qu'il y a cette prédominance, cette suprématie du politique sur le culturel et sur le scolaire, ce qui est quand même dommageable. Justement, est-ce que ce n'est pas l'absence de démocratie, justement, qui fait que, effectivement, le politique essaye de prendre le dessus sur l'université, sur les choix universitaires? Est-ce qu'il y a un problème démocratique? Je pense que c'est lié plutôt à des traditions comme ça, parce que à des traditions un peu dirigistes, jacobines, un peu comme la France. Autrefois, il fallait que, pour avoir une inscription, il fallait que l'administration
vous accepte, agrée votre demande pour pouvoir s'inscrire. Or, maintenant, le système scolaire français a compris qu'il fallait directement discuter avec l'aspect pédagogique, c'est-à-dire avec le professeur. Et donc, même après l'indépendance, nous héritons quand même de certaines choses tout à fait. C'est pas du facile de s'en colonisateur. débarrasser. C'est pas du tout facile de s'en débarrasser et de passer outre. C'est très difficile. Donc, il faut que si vous voulez, les responsables scolaires puissent comprendre que l'administratif puisse passer après, si vous voulez, le pédagogique qui est très important. Et quand le professeur décide, si vous voulez, d'une ligne à suivre ou d'une réforme ou d'un changement scolaire, je pense qu'il faut l'écouter. Il faut que ces instances-là soient à l'écoute de ces professeurs-là qui sont sur le terrain et qui connaissent mieux, aussi bien l'étudiant que la réalité de l'enseignement. Mais aujourd'hui, toi qui es donc universitaire, je le répète, et chercheur, est-ce qu'on a une idée du nombre de chercheurs, d'universitaires algériens qui ont quitté le pays, surtout après 92, après ces violences multiples? Énorme, est-ce qu'on pourrait avoir une idée, un chiffre? Je ne sais pas. Sur le plan comptable, je ne peux pas te répondre directement. Je ne connais pas les statistiques réelles. Je ne veux pas m'avancer sur un terrain que je ne connais pas. Mais c'est beaucoup. Un quotidien, pour information, un quotidien algérien, pour ne pas le citer, qui est Al-Khabar, parle de près d'un demi-million de cadres qui ont fui l'Algérie. Oui, pas seulement en Europe. Il y a aujourd'hui beaucoup de cadres algériens qui exercent au Canada, en Amérique. Oui, je pense que les années 80 ont créé cette hémorragie, ce phénomène de brain drain, comme disent les anglo-saxons, et qui a fait fuir énormément de cadres pour un certain nombre de raisons. Oui. Aussi, à côté de la raison sécuritaire, il y a aussi le fait qu'il n'y a pas d'épanouissement, que le professeur n'a pas... Est-ce qu'il n'avait pas une considération, par exemple? Pardon? Est-ce qu'ils n'étaient pas considérés en tant que tels? Est-ce qu'ils étaient un peu marginalisés? Tout à fait. Enfin, marginalisés un peu comme tout le monde. Il n'y a pas que l'universitaire qui soit marginalisé, je veux dire. Bon. Mais il y a, si vous voulez, l'universitaire qui ne trouve pas sa place, qui ne trouve pas un respect. Peut-être ne s'est-il pas imposé aussi... Il ne se sent pas à l'aise. Oui, ça c'est bien ce que tu dis. Peut-être que lui-même n'a pas essayé de s'imposer. Moi, je trouve qu'un universitaire, ça doit s'imposer par le travail. Ils n'ont pas bénéficié, comme me le répète souvent un ami universitaire, me disant que c'est une rente pour nous d'avoir un peu l'équivalent de $2000 par mois, ce qui est considérable. L'Algérie a beaucoup paye bien ses enseignants. Ça fait le salaire. Hein, salaire, mais il faut qu'on puisse mériter ce salaire. Salaire. Voilà, il faut que les gens puissent vraiment travailler. Je suis content parfois quand je croise des enseignants, chercheurs qui viennent d'Alger, essentiellement Île-d'Oran, et en discutant un peu, c'est des gens qui ont beaucoup de volonté. C'est vrai qu'ils ne sont pas structurés. Il manque, si vous voulez, de structure, de cadre pour travailler. Et il manque de connexion entre eux pour travailler ensemble. Pour réfléchir ensemble. sereinement. Et aussi, il y a un problème de responsabilité individuelle, c'est-à-dire il n'y a pas, si vous voulez, des collectifs comme ça, des groupes qui puissent travailler, créer des revues, organiser des colloques, des moments de réflexion. Et pourtant, tout ça, c'est pas très difficile quand même. Créer des revues à l'université. C'est une question de moyens ou bien est-ce que c'est une question d'entrave? Les moyens, je crois que le système universitaire algérien a beaucoup de moyens. Il ne manque pas de moyens, je veux dire matériels. Ils ont beaucoup de sous, ils ont beaucoup d'argent. Je veux dire, l'usage qu'on en fait. C'est vrai que... non, il y a un problème aussi individuel. Moi, je mets le doigt un peu sur l'individualité. Oui, la responsabilité individuelle existe du chercheur qui, lui, a... vous savez, quand on a 10 heures d'enseignement par semaine, ma foi, ça vous offre énormément de disponibilité physique et morale pour que vous puissiez vous consacrer à votre travail et réfléchir sérieusement et produire. Et puis être en contact avec d'autres universitaires pour que cette production soit... soit intéressante, considérable, de bonne qualité, de bonne facture. Voilà, c'est ça qui est important. Vous savez, l'exil,